Voilà, donc on était sur le matériau. Je disais que c'est le béton qui vient le plus souvent. Le béton 25. C'est-à-dire ce béton qui vient ici, il vient avec les caractéristiques du béton 25, c'est-à-dire avec une résistance de 25 MPa. Mais il vient par défaut. Parce que on sait que pour la majeure partie des bâtiments qu'on dimensionne, des petits bâtiments qu'on dimensionne ici, le béton le plus utilisé c'est le B25. À moins que tu changes de type, à moins que ça devient autre chose. Donc, à moins que tu mélanges par exemple le béton ou bien les aciers passifs avec les aciers de prix contrainte, là on est obligé de changer en fait le béton. Par exemple, tu peux passer à C20, C35-45 au lieu de travailler avec le C25. Bien, maintenant ici, pour le béton, nous avons son nom, ok, on s'en fout de son nom. Nous avons Nous avons la densité, c'est-à-dire le poids volumique du béton. Je ne comprends pas pourquoi le truc là, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, Mais là c'est bon, hein, je vous entends très bien. non, non, en fait, tu m'entends bien, mais l'enregistrement, l'audio de l'enregistrement. Ah, d'accord. Maintenant, ici, nous avons le FC28. Tout ce qui est ici, tu connais. Tu connais que le 25 mégapascal, c'est-à-dire l'âge du béton de 28 jours, on doit avoir une résistance de 25 MPa, la nuance d'acier, le module d'élasticité, surtout en béton, est compris entre 20 000 à 50 000, le coefficient de poisson et le coefficient d'amortissement. Mais le coefficient de poisson en béton armé, c'est 0,2, beaucoup plus. Le coefficient d'amortissement, c'est quoi? Goma, tu sais le coefficient d'amortissement, pourquoi on l'a mis ici? Bah non. Ok. Ça veut dire qu'on va passer, on va pas expliquer. Pardon? Ça veut dire qu'on va passer, ça sert à rien. Bon, en fait, le bâtiment, d'abord, il est divisé en trois zones, c'est-à-dire trois secteurs d'activité. Il y a, premièrement, la structure elle-même. C'est-à-dire, en fait, ça intervient beaucoup plus quand tu calcules le bâtiment avec des cas sismiques. C'est-à-dire D'accord. les vibrations des planchers. Bon, ça, ce cas-là, tu n'auras pas ça trop fréquemment. On te demande ce qu'on appelle par les amortissements. Les amortissements, on appelle ça D. Donc, c'est D1 plus D2 plus D3. OK? Maintenant, ce coefficient d'amortissement dépend de la structure que tu es en train de faire. Donc, de l'usage, en fait, de la structure. D1 représente l'amortissement de la structure. C'est-à-dire, tout ce qui est structure, poteau, poutre et autres. Ici, c'est en béton armé, je répète bien, et ce coefficient d'amortissement est égal à 2. Désolé, il y a les amortissements 2-2 qui peuvent être des amortissements sur l'immobilier. Maintenant, si c'est des résidentiels, c'est 1%. Il y a 2-3 l'amortissement sur les finitions. C'est-à-dire résidentiel, il y a les faux plafonds et autres, c'est 1%. Donc l'ensemble de ça, ça nous fait 4%. C'est ce que vous voyez sur le logiciel 0,4, coefficient d'amortissement. Maintenant, bon, ici, maintenant, ici, les catalogues. Je viens, ici, il y a pas mal de matériaux. Il y a pas mal. Il y a le béton 20 mégapascal, il y a même béton 60 mégapascal. Ici, ce sont les bétons qu'on retrouve beaucoup plus au quotidien. Il y a le béton précontraint, qui le B1, il y a le B2, le B3 et le B4. Ça fait partie de la précontrainte. Maintenant, vous voyez que le coefficient de poisson apparaît encore ici, les amortissements qui sont encore là. Il y a les planchers corps creux, voilà. Il y a les briques pleines, les briques creuses, les parpaings pleins porteuses. C'est-à-dire, ça, ce sont les briques. Ça,
C'est beaucoup moins utilisé. Maintenant, si tu veux ajouter un matériau, c'est simple. J'espère que tu sais faire ça. Mhm. Par exemple, si c'est une dalle de 12 plus 4, tu prends, tu fais ajouter. Une dalle de 15 plus 4, tu fais ajouter, tu fais OK. Automatiquement, les dalles apparaissent ici. Maintenant, si c'est les ourdis que tu as choisis, tu ne peux que affecter ça sur les dalles, pas les poutres. Par exemple, même les 15 aussi, tu ne peux que affecter sur les dalles, pas les autres éléments. Hypothèse neige et vent. Bon, en fait, les, les générateurs climatiques, par exemple la neige et le vent, sont utilisés. Par exemple, la neige, déjà, on peut décocher par exemple la neige. On laisse le vent. Je vais déjà cocher le vent sur les quatre côtés. Que ce soit X plus, je crois, c'est à droite, donc c'est l'est. X moins, c'est à gauche, c'est l'ouest. Y plus, c'est en haut, c'est le nord. Et Y moins, c'est en bas, c'est le sud. Tu vois? Donc, en fait, ici, ce sont des définitions des charges climatiques tout en respectant les directions du vent. C'est-à-dire, le vent, il peut venir du nord, du sud, est, ouest. Mais ça ne peut pas venir en même moment. Ça vient, en fait, chacun. Par exemple, le vent ne peut pas te taper sur ton dos et en même temps sur ton visage. Donc, ici, je vais faire une définition. C'est toujours manuel. Voilà. Ici, il nous envoie la carte de l'Europe. Ça, c'est pas africain, ça. Ça, c'est pour eux. Maintenant, ici, il nous donne la vitesse du vent en bas et les différentes zones en haut. Il y a le sillon, le vert, le jaune et la couleur un peu rouge, qui n'est pas vraiment rouge, mais chacun avec sa vitesse. Ça, je m'en fous de ça. Maintenant, autre chose. Maintenant, nous qui ne sommes pas dans les zones, dans cette zone, dans les quatre zones qui sont ici, donc nous, certainement, ils ont créé une zone qu'on appelle quelconque. Donc ici, nous allons choisir autre zone, appelée communément quelconque sur d'autres logiciels. Mais ici, ce qui est plus important, ce sont les deux valeurs qui sont ici. C'est-à-dire, il y a la vitesse du vent et la pression dynamique de base. Tu connais les informations qui sont ici, j'espère. Non, ça, cette partie, je ne l'ai jamais utilisée, hein. Très bien. Donc, le vent. Ici, nous sommes en train de mettre le vent. Il y a la vitesse du vent et la pression dynamique de base. La pression dynamique de base, on appelle ça Q10. On appelle ça Q10. Déjà, 10, ça veut dire que avec une hauteur, même quand tu es en train de calculer en hydraulique aussi, c'est la même chose. En hydraulique aussi, c'est la même chose. On te dit, à tant de mètres de hauteur, la puissance change. Ça peut être 10 bars, combien de bars. Si tu sais faire la plomberie, tu verras ça. Maintenant, la pression dynamique de base en vent, c'est vitesse au carré sur 16,3. OK? Donc, c'est environ. Donc, c'est pas net, mais c'est environ la vitesse au carré sur 16,3. Maintenant, la vitesse est donnée par la météo. Donc, la météo, par exemple, en Centrafrique, quand tu pars, euh, quand tu pars là-bas, certainement, il y a une météo. Et puis, il y a déjà les vitesses du vent établies. On va te dire, par exemple, Bangui se trouve dans. On dit Bangui ou Bangui? Se trouve dans Bon, Bangui. ouais. Se trouve, par exemple, dans la zone numéro 2, 1 ou 4. Et sa vitesse du vent est égale à tant de mètres par seconde. Je faisais un cours avec une entreprise de Madagascar. C'était Gretec aussi. J'étais en train de leur expliquer que, bah, par exemple, si on prenait la vitesse du vent à 25 mètres par seconde, ils ont crié, ils ont dit non, 25 mètres par seconde ici, ça ne fonctionne pas. Leur vitesse du vent est de 92,7 mètres par seconde. J'étais étonné. Je me disais, c'est quelle vitesse du vent comme ça? On prenait les cas extrêmes. Par exemple, je suis à Dakar, par exemple, à Dakar. Dakar se trouve dans la zone 2.
Ici, la vitesse du vent. Bon, la pression dynamique de base, Q10, c'est 80 Dan. Ça, c'est donné par Sénévent. 80 Dan par mètre carré. Ça, c'est pas la formule. Ça, c'est pas notre formule. Ça, la formule là, je l'ai connue depuis que, avant même d'avoir le bac, j'avais déjà connu cette formule. C'est la formule de Bernoulli qui nous permet de calculer cette pression du vent. Donc, c'est la vitesse au carré divisé par 16,3. Donc, nous, au Sénégal, on nous a donné la pression du vent qui est Q10 qui est égale à 80 Dan par mètre carré. Dakar, zone 2. La plupart des projets que tu vas faire au Sénégal, c'est la même chose qu'ils vont te dire. Il faut utiliser zone 2, zone 2, zone 2. Parce que la vitesse sur la zone 2 est plus extrême que sur les autres. Déjà, ici, la vitesse du vent, je crois, c'est 36,11 mètres par seconde. Attends, mais les 80 là, c'est le Q10 ou bien c'est quoi? C'est le Q10, c'est le Q10. D'accord. C'est la pression dynamique de base. C'est-à-dire, à 10 mètres de hauteur, il y a une pression du vent qui change. Ça, c'est naturellement. Par exemple, si tu étais, par exemple, à Dakar, tu habites une maison, par exemple, de 4 étages. Quand tu montes au niveau de ta terrasse, tu vas remarquer que la vitesse du vent là-bas est différente de la vitesse du vent quand tu Exact. es au... Voilà. Donc, c'est ça. T'as vu? Ok. Bien. Maintenant, ici, Maintenant, on va essayer de vérifier cette valeur-là. C'est bon? j'ai une question d'abord. Ou bien. Oui, vas-y. Donc, si je comprends bien, pour chaque projet, même si c'est pour un R plus 2, 3, il faut tenir compte du vent. Non, c'est pour cela que je n'ai pas encore fini dans mes explications. Ok, d'accord. Maintenant, on va vérifier d'abord la formule que je viens de donner tout à l'heure en utilisant cette vitesse par exemple. Déjà, je vais prendre 36,11 au carré, le carré est où? Ok. Que je divise par 16,3. Ça nous donne 79,99. Donc, ça nous donne 80 Dan. Comme j'ai dit, environ 80 Dan. Donc, la formule, elle est juste, on peut l'utiliser. Bien. Maintenant, à quel cas on utilise le vent? Ça dépend des cas. C'est pas comme ça seulement qu'on utilise le vent. Par exemple, tu sais, par exemple, quand tu viens à Dakar, quand tu viens en ville, ok, la majeure partie des bâtiments sont protégés. C'est-à-dire, ici, tu peux avoir un immeuble R plus 3, ici R plus 2, ici R plus 5, et parfois ici R plus 7. Ça veut dire que le bâtiment de R plus 2, R plus 3 sont protégés par les deux bâtiments qui sont ici. Donc, le vent n'a pas vraiment d'effet sur ces bâtiments qui sont ici. Donc, c'est pour cela que les bâtiments qui sont beaucoup plus construits ici, en ville, la pression du vent est beaucoup négligée. Maintenant, quand tu vas en hauteur, par exemple, tu as les R plus 10. Bon, il y a d'autres bureaux de contrôle qui demandent les notes de calcul du vent. Il y a d'autres qui ne demandent pas. Mais normalement, si c'est moi qui contrôle ton projet, dès que tu me présentes un projet de 5 étages, ou bien tu me présentes un projet de 7, 8, 9, 10 étages, je vais te demander de me simuler le vent dès que le projet devient un immeuble. Ou bien si tu fais des IGH, il y a certaines personnes que j'ai vues qui ont fait des IGH sans plutôt simuler le vent sur la structure. Je me dis, mais le bâtiment est sous-dimensionné. Voilà. Donc, c'est pas tous les bâtiments. Tu peux faire un R plus 7, tu ne fais pas la simulation. Ça dépend de là où se trouve la zone, en fait. Bien. Donc, ici, je peux annuler tout ça parce que je n'ai aucun projet. Les hypothèses. Bon, séisme. Bon, ici, il n'y a rien à voir ici parce que ni en Centrafrique, ni au Sénégal, ni au Congo, ni au Cameroun, ni au Bénin, je n'ai jamais entendu. Bien, hypothèse. Bon, méthode de calcul DDC, c'est la méthode traditionnelle qu'on va utiliser. C'est-à-dire, c'est la méthode où
en tant qu'ingénieur, quand tu fais le projet, c'est de dire le bâtiment il est là, je mets ça debout. Ici ce sont les fondations, ici ce sont les fondations. Le rôle de l'ingénieur c'est de bloquer ça. Le déplacement de l'autre côté aussi, suivant X, Y, de bloquer ça. Mais ça, tu ne peux pas bloquer. Par exemple, UZ, UX, tu bloques. UY, tu bloques. Mais UZ, ça serait impossible de bloquer. Est-ce que tu comprends ce chemin-là? Voilà, très bien. Maintenant, on se dit hypothèse, méthode de calcul, prédimensionnement. Bon, ici, j'espère que tu connais ici également. Oui, je connais. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, c'est la partie où on met, par exemple, bon, comment je pourrais dire? Par exemple, pour les poteaux, si on veut que les poteaux soient en multiple de 5 ou bien quoi, c'est ici qu'on va changer quoi. Eh, Même les poutres et Ngoma, oui. tu sais, tu connais ce qu'on appelle par la précision. Bah, bien sûr. Bien Oui. sûr. En fait, quand tu parles, il faut être précis. Par exemple, concernant la section des poteaux, Mhm. si on veut avoir une section suivant les multiples de 5, Ok. on va modifier ça. On va modifier les 0,1 là en 0,05. Exactement. Très bien. Ici, je suis sur les poutres d'abord. Ok. Ici, il y a deux parties. Il y a partie prédimensionnement et partie ferraillage. Maintenant, je suis sur l'élément ici, c'est la poutre. Prédimensionnement. Ici, le prédimensionnement, le logiciel nous demande, il nous dit qu'on a imposé rapide par abac et précis par calcul. C'est-à-dire, imposer, c'est toi qui donnes la section. Tu imposes la section. Par exemple, le modèle, il a quitté Revit, il vient ici, tout est imposé. C'est-à-dire, tu peux imposer une section de 15,50, 15,20, ainsi de suite. Donc, la section, elle est déjà imposée, tu ne vas plus changer. Rapide par abac, précis par calcul. C'est-à-dire, après la descente de charge, les efforts qui arrivent au niveau du poteau, le logiciel nous propose une section du poteau, de la poutre. Mais ce sont pas c'est pas l'absolu en fait. Voilà, ici, maintenant il nous dit DB, DH, parce que la poutre est composée de B0 et de H. Donc ici, comme tu connais, ce sont les multiples de 5 qu'on va ajouter. Mais pour les poutres, en fait, c'est nous qui utilisons les multiples de 5 pour les poutres ou bien pour les poteaux. C'est pas forcé. C'est pas obligatoire d'utiliser les multiples de 5 sur les poutres et les poteaux. C'est pas obligatoire. Par exemple, si tu fais les projets, par exemple, de la France, parce que j'en ai déjà fait plusieurs, tu vas remarquer que cette opération, c'est-à-dire cette logique d'utiliser les multiples de 5, ça ne tient pas la route là-bas. Là-bas, on peut avoir un poteau de 13, on peut avoir un poteau de 22, on peut avoir un poteau de 100, 111. Voilà. Donc ici, c'est bon. Je vais dire, je mets les multiples de 5. Je vais changer l'élément. Je vais choisir le poteau. Je dis précis par calcul. Et puis ici également, je vais mettre les multiples de 5. Donc 0,05, les multiples de 5. Bien. Déjà, sur la semelle, on sait que c'est comme ça. Les semelles, ils travaillent avec les multiples de 5. Parce que, par exemple, quand tu prends les hauteurs, comment on appelle ça? Hauteur utile, non? Hauteur utile de la semelle, je vais dire hauteur totale de la semelle, c'est le max entre grand A moins petit a, je suis 4, ou grand B moins petit b, je suis 4. Tu vas voir qu'à la fin, on te demande d'ajouter plus 5 cm. Voilà, donc les semelles, eux, elles, en fait, elles vont avec les 5 cm. Bien, ici, global. Global, ici, je viens sur le prédimensionnement des semelles. Voilà, le prédimensionnement des semelles. Bien, hier, quand j'ai posé la question, quel était l'élément le plus important pendant le dimensionnement des
des fondations, tu m'as dit que c'était la contrainte du sol. Ok. Devant nous, on a une contrainte de combien? De 0, donc de 3 bars. C'est ça, non? 0,3 ampères. Ouais. Voilà, 3 bars. Maintenant, ils nous ont donné cette contrainte quoi? À l'élu. C'est ça, non? Très bien. Maintenant, si j'utilisais un logiciel qui n'avait pas élu, comment j'allais faire? ELS, par exemple, par compensation. La contrainte du sol à l'élu, j'ai 0,3 MPa. À l'ELS, ou bien la contrainte de rupture. Contrainte de rupture ou contrainte admissible. Ici, j'aurai combien? On multiplie par 1,37. On multiplie par 1,37. Mais multiplie par 1,37. Ok. Là, c'est pour trouver quoi? À l'élu ou bien à l'ELS? Allez, laisse. Ah, donc ça sera plus 0,3 multiplié par 1,37 comme tu as dit. Ça fait 0,40, ça c'est plus. On multiplie par 1,37 dans le cas où la contrainte de sol est donnée en barre. Ça veut dire quoi? Maintenant, si je prends 3 barres multiplié par 1,37, ça sera toujours plus. Ça sera 4,11 à l'ELS. La contrainte à l'ELS ne doit pas dépasser la contrainte à l'ELU. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait donc? Non, mais je te pose la question de savoir. Un instant. Attends, il y a quelqu'un qui est venu récupérer quelque chose. On va diviser par 10. Eh, pardon, par 1,37. Maintenant, essaie de diviser par 1,37, ça te donne combien? 0,22. 0,22. Oui. Ok. Donc 0,22. Non, 0,2. Maintenant, rupture, on fait comment? On multiplie par quoi? Non. Est-ce que ça, je connais? Ça, je ne connais pas. Aïe. Comment ça, tu connais pas? Non. Peut-être que je l'ai oublié, quoi. Je l'ai oublié, quoi. En fait, c'est la même chose. En fait, la contrainte de rupture, c'est la contrainte du sol multipliée par facteur de sécurité. Maintenant, cette contrainte du sol là, ça peut être à l'ELU, ça peut être à l'ELS. Maintenant, si la valeur est à l'ELS, ça veut dire que facteur de sécurité, c'est 3. Si c'est à l'ELU, facteur de sécurité, c'est 2. Donc, ça veut dire que si je prends la valeur du sol à l'ELS, c'est 0,2 multiplié par 3, ça nous donne 0,6 MPa. C'est bon? Voilà, c'est tout. J'ai pas bien suivi, hein? Mais tu as accepté pourquoi? J'étais en train de prendre note là. Voilà. Je disais ceci. La contrainte de rupture ou cette contrainte admissible ici, ok? C'est la contrainte Oui. du sol multipliée par facteur de sécurité. D'accord. Maintenant, facteur de sécurité à l'ELU, c'est égal à 2, à l'ELS, c'est égal à 3. La contrainte du sol, ça peut être à l'ELU ou à l'ELS. Donc, nous, sur Gretec, il nous a dit que la contrainte du sol, c'était à l'ELS, à l'ELU, de 0,3. Donc, ça veut dire que 0,3 multiplié par 2, ça nous donne 0,6. Maintenant, si c'était la contrainte du sol à l'ELS, on allait prendre 0,2 multiplié par 3, ça nous donne 0,6. D'accord. Voilà. Ça veut dire que si, et seulement si, on nous avait donné, par exemple, une contrainte
dans le rapport géotechnique admissible ou de rupture de 0,6, cela veut dire que la contrainte à l'ELS, ça sera 0,6, ok, divisé par 3, ça nous fait 0,2. Si c'était à l'élu, on divise par 2, ça nous fait 0,3. Ce sont les mêmes valeurs. Donc 0,6. Bien, donc voilà les contraintes. Maintenant, si déjà on nous dit que déjà si tu fais un projet, il faut conseiller au maître d'ouvrage d'aller faire les études géotechniques. Les études géotechniques, par exemple, si c'est un immeuble et que le client refuse de faire les études géotechniques, il faudra, c'est un grand danger. Pourquoi? Parce que le sol, c'est pas seulement la contrainte. Par exemple, vous pouvez avoir un bâtiment, un sol où en bas, il y a les vides. Puisque la descente de charge est importante, il y aura mouvement de terrain et automatiquement, il peut y avoir des fissures à l'œil nu sur le bâtiment et le bâtiment ne va pas mettre là. C'est pour cela, quand on fait Ok. des gratte-ciel, on est obligé de faire des terrassements en masse. C'est-à-dire, on prend des grues et on met une charge. Ça peut être de 100 tonnes ou bien combien de tonnes et on les dépose au sol, même parfois avec une hauteur de 40 mètres. Et ça tombe ici, ça va faire ce qu'on appelle par un terrassement pour solidifier le sol qui est sur le terrain. Il faut bloquer ton téléphone là, ça se rentre dans la vidéo. Je suis en formation, je finis tout de suite. C'est bon. Voilà, en fait, je disais ceci. Quand on fait les gratte-ciel, parfois on utilise un système de compactage en marteau. C'est-à-dire, on prend un poids de 10, 30, 40, 50 tonnes qu'on va soulever par des grues et on le dépose parfois à une hauteur de 20, 40 mètres pour que ça puisse créer un sol homogène pour pouvoir faire des gratte-ciel. Pourquoi? Parce qu'on se dit, malgré les études géotechniques, on peut avoir des vides à plus de 100 mètres de profondeur. Donc, on doit faire de compactage comme ça. Donc, il faut conseiller au maître d'ouvrage de pouvoir faire les études géotechniques. C'est très important. D'accord. En Côte d'Ivoire, même si c'est un R+2, tu fais les études géotechniques. Sinon, ton projet, il passe pas. Très bien. Donc, ici, on peut laisser cette contrainte. On vient sur les analyses ici, il n'y a rien. Sur document, c'est les sorties. Les options, on en a parlé. Outils, c'est bon. Désolé. Bon, maintenant, je vais par exemple activer la grille. Soit tu sais faire ça. La grille, là, ce sont les mailles carrées de 1 mètre. Donc, c'est ici qu'on voit ça. Outils, grille. Outils, grille. Voilà, ce sont les mailles carrées de 1 mètre. Voilà. Maintenant, je vais prendre ligne de construction ici. Ligne de construction. Que je vais mettre ici. J'ai mis la première ligne, par exemple, comme ça. C'est une ligne que j'ai placée avec un angle de 0 degré. Je vais mettre une autre ligne avec un angle de 90 degrés que je vais placer, par exemple, là. Bon, je peux enlever la grille. Il ne me reste que ça. Donc, je vais mettre un projet standard. Un grand projet standard pour avoir une descente de charge importante et ça va nous permettre de faire autre chose. Bien, je vais prendre cette ligne-là. Je vais faire clic droit sur ça, modifier CAO et copier. En fait, ça nous permet de copier cette ligne. C'est-à-dire faire une opération qu'on appelle la translation et copie. La translation ici, on va le faire dans la direction de Y, c'est-à-dire vers le haut. Par exemple, avec une valeur de 5 mètres. Le nombre de répétitions, par exemple 4. Donc, si je fais ça,
Ça me donne ça. Je prends X, clic droit, modifier CAO, copie. Translation X. Par exemple, je vais dire bon, 4 mètres par exemple. Nombre de répétitions 5. Je fais ça. Donc, ça me donne un truc comme ça. Juste un truc comme ça. Donc, j'ai les lignes de construction. Je peux vérifier la cotation. Voilà. Voilà. Dans Gretec, pour placer les éléments, il faut gérer les accrochages. Les accrochages sont ici. Ça, c'est ce qu'on appelle par le mode d'accrochage. Parmi les modes d'accrochage, il y a celui-là, c'est l'extrémité. Il y a milieu, il y a intersection. Il y a longueur. Il y a pas mal de trucs ici. Maintenant, il y a ce qu'on appelle par la sélection. Ici, il y a deux types de sélection. Bon, pas ici. Sur tous les logiciels, il y a deux types de sélection. Il y a la sélection unique. Quand tu viens sur un élément, tu sélectionnes l'élément. Ça, c'est la sélection unique. Et il y a la sélection par fenêtre. C'est-à-dire, tu viens ici, c'est écrit sélection par fenêtre. Tu cliques et tu ouvres. Et ça te permet de sélectionner. Ça, c'est sélection par fenêtre. Mais sur Gretec est que, dès que tu choisis sélection par fenêtre, tu ne peux plus choisir sélection unique. Il faut choisir, changer pour pouvoir faire une sélection unique. Donc, sélection unique, sélection par fenêtre. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, ici, si on veut placer les éléments verticaux, c'est-à-dire les poteaux, on va utiliser générer poteau ou bien juste sur cette barre d'outils rapide qui est ici, on peut prendre poteau. Ici, on va introduire les éléments sans information après la descente des charges. Comme on a choisi précis par calcul, le logiciel va nous générer les sections. Maintenant, les sections que le logiciel va nous générer, ce n'est pas l'absolu. Pourquoi? Parce que pour le ferraillage, on a demandé au logiciel d'utiliser son ABAC. Dans la BAC de Gretec, il y a les barres de 6, de 8, de 10, de 10, 12, 14, 16, 20, 30, 32 jusqu'à barre de 40. Tu vois? Lui doit choisir le diamètre des barres par rapport à la section que le logiciel a envoyée. Donc, si tu lui avais dit, bon, arrête-toi au niveau des barres de 12, lui va te donner le volume du béton, bien la section du poteau par rapport au diamètre de 12. Bien, ici, déjà, je veux placer le poteau. Je prends un poteau. Ici, il me dit qu'il va appeler mes poteaux les P. Ici, le béton, c'est le béton. Je n'ai pas créé de famille. Le poteau, il est carré ou rectangulaire. Ici, je peux laisser. A, je mets 0. B, je laisse comme ça. Donc, si mon plan de coffrage, les poteaux sont appelés les C, les B, ainsi de suite, je change. Si c'est les P, je les laisse à P. Maintenant, Gretec, c'est un peu comme DDC. Si tu veux avoir un plan de coffrage ordonné, il faut utiliser l'ordre. Du bas vers le haut, de la gauche vers la droite, ou bien du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. Parce que gauche vers la droite, c'est obligatoire parce que la lecture, c'est comme ça. C'est pas en arabe. En arabe, c'est le sens contraire. Maintenant, nous, la lecture, c'est de la gauche vers la droite. Donc, je vais placer par exemple le premier poteau en utilisant le mode d'accrochage intersection. Donc, je vais placer le premier poteau, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Maintenant, j'ai la possibilité de changer la couleur sur les poteaux. Ici, je les ai placés. Je vois que c'est comme si c'est un peu bleu, bien c'est un peu noir.
Je peux changer ça, mettre ça en rouge, en vert, en jaune. La couleur va dépendre de moi. C'est-à-dire, option, affichage, sur ce tableau-là. Les poteaux, la couleur, voilà, la couleur, elle est là. Elles peuvent être en blanc, en jaune, en rouge. Voilà, toutes les couleurs sont là. Par exemple, je mets mes poteaux en rouge. Puis, ici, je vais cocher le préfixe pour que le P apparaisse. Donc, je dis tac. Voilà, c'est en rouge. OK. Maintenant, je vais dire option, affichage. Je vais venir ici, dire le nom. Photo, le nom. Je vais cocher le nom. Je vais dire OK. Et dit P1, P2, P3, P4 jusqu'à P6. Donc, si je mets ici, ce sera P7, ainsi de suite. Bon, puisque j'ai une géométrie qui est régulière, je serai obligé de sélectionner les poteaux et les copier là-bas. Ici, quel est le mode de sélection? Sélection par fenêtre. Donc, je change ici. Je fais sélection par fenêtre. Je sélectionne mes 6 poteaux. Ici, c'est 5 mètres. Donc, je dois copier 1, 2, 3, 4. Donc, je fais clic droit. Si tu ne fais pas clic droit, on dit modifier. CAO, modifier. CAO, c'est la même chose que clic droit. Copier. On a dit, l'opération, c'est une translation. L'orientation, c'est suivant Y. Donc, DY, on a dit, c'est 5 mètres. Le nombre de copies, c'est 4. Je fais OK. Voilà, j'ai pu mettre tous mes photos. Bien, c'est bon, tu as pu modéliser ça. Ici, vous voyez qu'il y a l'ordre sur les poteaux. Il y a l'ordre jusqu'à P30. Je me retrouve avec 30 colonnes ici. D'accord. Bien, ici maintenant, on va placer les poutres. Donc, pour les poutres, c'est simple. Donc, je vais aller dans... je vais faire la même opération. Le placement des poutres. C'est-à-dire la même chose pour le placement des poutres. Les poutres aussi, c'est du bas vers le haut, bien du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. Donc, même opération. Je viens ici, je prends poutre. L'élément, c'est le béton. Et je vais dire ici, par exemple, le nom, c'est A. Par exemple, je vais dire c'est A. Ou bien L, comme les longues grilles. L comme les longues grilles. Maintenant, je vais prendre ici la première ligne. Donc, comme cette ligne-là, le premier axe, c'est toutes les poutres qui sont ici sont continues. Je les place continues. Ici, elles sont continues. Là, elles sont continues. Là, elles sont continues. Donc, je ne m'arrête pas pour dire là, là, là. Non. Si tu fais ça, ton ferraillage sera isostatique, malgré l'effort que tu vas faire. Donc, je fais ça. Je pouvais faire la même chose, c'est-à-dire sélectionner et les copier comme j'ai fait sur les poteaux. Mais j'aime tellement tracer les poutres que tu ne peux pas imaginer. Bien, donc on a cette géométrie. Donc ce sont les L. Je vais afficher également les
les annotations sur les poutres. Tac, tac. Leur préfixe est là. Voilà, vous voyez que c'est L1, L2, L3, L4, L5, L6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà les annotations sur les poutres. Maintenant, je peux visualiser cette image filaire là pour voir. Voilà, mes poutres sont là. Voilà, voilà. Voilà, j'ai la vue 2D. Bien, ici, il me dit que c'est le pH RDC. Bon, je peux modéliser ça, changeant le nom, je vais dire c'est Longrine. Je vais mettre ça à une profondeur de 2 mètres. Je mets une profondeur de 2 mètres, automatiquement, quand je clique ici, voilà, ça diminue les amorces poteaux. Je mets une profondeur de 2 mètres. Bien. Maintenant, ici, nous avons la possibilité de copier les éléments, que ce soit les poteaux ou les poutres, tout ça au même moment. C'est-à-dire, on peut sélectionner, par exemple, les... Là, j'ai sélectionné l'ensemble de la structure et les poteaux et les poutres. Pour que je peux les copier, c'est-à-dire en utilisant modifier le type, copier, en utilisant au-dessus ou en dessous ou dans le plan. Bien, maintenant, moi je vais sélectionner par exemple les poteaux, seulement les poteaux. Comment on fait pour sélectionner les poteaux seulement? On dit Alt S, type, ok. La même chose est là, type, ici en haut. Ah, le raccourci c'est Alt S. Alt S, oui, Alt S. Le raccourci c'est Alt S, type. Ou bien tu viens ici. Donc, tout ce qui est ici, le raccourci c'est Alt S. Unique, fenêtre, affichage et type. Bien, on est là. Je vais dire les poteaux. Je dis tout, tous les poteaux. Tac. Je sélectionne que les poteaux. Je peux faire clic droit sur les poteaux sélectionnés, modifier, copier et dire je vais copier ça au-dessus. Au-dessus. Combien de fois? Je vais laisser une fois et je fais OK. Maintenant, quand on fait ça, il y a quelque chose. Parce qu'on n'a pas des étages. Ce qu'on va faire, on va créer les étages. Dans le sens où on dit modifier étage. Je vais créer un étage au-dessus. Une fois. L'étage est là au-dessus. Je l'ai créé. Que je vais renommer le pH rez-de-chaussée. Je vais mettre ça à une hauteur de 320, c'est-à-dire 3,2 mètres. En bas, on a Longrine. En haut, on a ce monsieur. Voilà. Bien, donc je redescends pour sélectionner les poteaux. Alt S, type. Tous les poteaux. Et puis je les amène au niveau supérieur. Copie.
au-dessus, valide, pour voir, voilà, on a nos poteaux qui sont là. Si je fais ça, on a nos poteaux. Automatiquement, les poteaux viennent avec une hauteur de 3,20 m. C'est un peu comme Gretek, Revit automatique. Bien, donc on se place en vue en plan, niveau PHRDC. Je vais mettre les poutres du PHRDC. Mais pourquoi je n'ai pas copié les poutres du bas? Juste parce que je voulais changer les annotations. Ici, je les ai appelées les L. Ici, je vais appeler ça P. A. Ok. J'appelle ici A. Donc, je prends ici, je viens ici, je dis A. De là à là, là, là. Bien. Voilà. Très bien. Maintenant, j'ai ça en 3D. Je peux enlever la grille et ça me donne ça. Bien. Donc, vue en plan, c'est ça. Maintenant, les dalles. Voilà, je vais isoler la structure. Bye. Allô? Bye. Bonsoir, monsieur. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. J'espère que je ne dérange pas. Allons-y vite, allons-y vite. Je suis en train de faire un cours là. Oui, en fait, je suis en train de concevoir le Tu es en train de concevoir quoi? mon plan en fait en fait. Oui. Le terrain qu'on m'a donné n'est pas rectangulaire. Le terrain. Hmm. Donc, par rapport aux constructions là, Hmm. j'ai du mal à correctement faire ça. Ah, sur robot. Pas terminé. Ok. Mais tu peux importer le plan DWG et récupérer ça là-bas. Oui, oui, je vais le faire, mais si comment dire, j'ai du mal à placer les photos parce que ne se place pas sur les intersections. Mais dans un robot, il y a ce qu'on appelle par l'angle d'inclinaison. Oui, oui, caméra, viens, viens. Il y a l'angle d'inclinaison sur le robot. Ouais. C'est-à-dire, il y a l'angle gamma. Viens, il y a l'angle gamma que tu peux mettre là-bas. Non, je parle de comment dire, de placer les photos. En fait, quand je les mets, ils ne se mettent pas sur le point. Ah, ok, j'ai compris. C'est parce que tu as exporté le fichier DWG. C'est ça. Ouais, donc ça serait un peu compliqué. Les mêmes intersections que les photos qui se trouvent là. Ok, oui, oui, parce que c'est à zoomer quoi. Bon, si tu peux me laisser jusqu'à demain pour que je te montre une méthode pour pouvoir récupérer ça, ou dans le cas contraire, tu seras obligé d'utiliser un autre logiciel pour modéliser comme Revit, après tu envoies dans le robot. Bon, d'accord, c'est pour une fois là, Inch'Allah. Ok, c'est bon. Donc, ne m'oubliez pas. Non, non, non. Le matin vers peut-être 10 h comme ça, tu me laisses un message. Oui, comment? Non, ça va? Apparemment, tu viens à Dakar de temps en temps. Hein? Non, c'est ainsi comme ma famille sont là. Hmm. Les enfants apprennent ici. Les enfants apprennent ici. Hein? Parce que là-bas, c'est déjà c'est compliqué. Ok, moi je suis en train de finir un truc là dans quelques minutes là, après je te prends là. Ah, ok.
situé, hein. Tu habites où? J'habite Kermassa. Je disais pour le placement de la dalle, c'est mieux de connaître l'ensemble des charges qu'il faut appliquer sur ta structure. Déjà, si c'est à usage d'habitation, tu mets les charges à usage d'habitation. Si c'est un parking, si c'est par exemple, comment on appelle, à usage des bureaux ou bien tout ça, il y a des charges d'exploitation qui changent par rapport à l'usage. Ici, par exemple, nous sommes au niveau d'un plancher courant. Bon, je me dis qu'il y aura du revêtement. Déjà, le revêtement, c'est 1 kPa avec une mortier de pose. Je me dis qu'il y aura les enduits sous dalle. Les enduits sous dalle, je crois que c'est 36 dalles à cause de 2 comme épaisseur d'enduit. Michel. Bien, donc ici, comme charge d'exploitation, c'est 1,5. C'est facile. 1,5 comme charge d'exploitation. Si c'était les bureaux, tu vas les mettre 2,5, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, pour mettre la dalle, je viens ici, dalle. Je peux choisir une épaisseur par exemple. Je mets l'épaisseur, ou bien je laisse comme ça. Je viens juste choisir un corps creux, ok? Et je place comme ça, voilà, comme ça, et comme ça. Après, bon, puisque ici, le sens de portée, ça sera comme ça, je viens sélectionner d'abord ma dalle. J'ai omis de mettre la charge. Je sélectionne ma dalle. Je vais mettre la charge. Chargement. J'ai dit G, c'était 1,36. Et Q, j'ai dit 1,5. Voilà, je fais OK. Je mets un sens de portée. Et c'est tout. Après, je vais venir ici pour découper. Bon, tout ça, tu connais ça. C'est pour cela que je n'ai pas voulu rentrer dans les explications profondes. Voilà, on a presque toutes les dalles placées avec les mêmes sens de portée par rapport à ce qu'on se dit. Donc ici, si je mesure cette partie, c'est 4. Là aussi c'est 4. 4 normalement c'est une dalle de 20. D'accord. Voilà. Donc j'ai pu mettre les charges sur les dalles. Maintenant, si je veux dupliquer les tâches, c'est simple. Je vais juste dupliquer ça au-dessus, par exemple, en utilisant l'outil dupliquer au-dessus, qui est ici. Voilà, l'outil dupliquer au-dessus qui est là. Donc, une fois dupliqué, 2 fois, 3 fois, 4 fois si je veux, pour que ça puisse me donner ça en fait. Donc j'ai les panneaux, j'ai les trucs. Donc ce qui va nous rester, ça sera charge de maçonnerie qu'on va appliquer sur les poutres. Et puis après on va faire la descente des charges. Après ce qui suit, c'est ce qui sera très très important par rapport à tout ce qu'on a fait ici. Ça c'est les modélisations et autres que tout le monde peut faire. Mais le reste, après on va mettre les voiles, on va faire poutre de redressement, semelle excentrée, on va faire libage, on va faire un radier, on va faire les dalles pleines, ainsi de suite. Donc on doit te donner rendez-vous le mercredi. D'accord. Ok. Et pas de souci.
Mais vous n'oubliez pas de m'envoyer la vidéo, s'il vous plaît. Non, 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 je t'envoie ça.